Aux yeux de Tessa Wynyard, le trait de caractère le plus étrange de Miss Ludgate était sans nul doute la grande bienveillance qu'elle manifestait à l'égard des mendiants. C'était d'ailleurs bien plus que singulier. Chez cette femme, dans la nature imprévisible, présentait autant de hauts et de bas qu'une chaîne de montagnes. Car à la vérité, il y avait en elle une certaine tendance à l'avarice. On a remarqué parfois la trace d'une manière fugitive, comme sur un bloc de marbre, une veine à peine perceptible. Certains jours, elle payait sans le moindre murmure les factures qu'on lui présentait pour l'entretien de sa maison. D'autres fois, on la sentait bouillir de rage. Contestant la plus maigre dépense, suggérant de petites économies parfaitement absurdes qu'elle aurait été la première à désapprouver. Si d'aventure, Mrs. Finch, sa gouvernante, s'était mêlée de la prendre au mot. Elle était suffisamment riche pour se montrer indifférente aux questions d'argent et suffisamment vieille pour être capricieuse. Miss Ludgate ne contribuait que très rarement aux œuvres de charité, et les bons samaritains qui se présentaient souvent chez elle avec des listes de souscriptions et quelques discours exaltant telle ou telle bonne cause repartaient les poches vides. Pourtant, lors de ces accès de charité, elle manifestait parfois une générosité débordante envers de simples particuliers. Sa complaisance, notamment à l'égard des vagabonds, était proverbiale dans leur confrérie. Ses voisins ne lui en étaient guère reconnaissants. Cependant, il lui reprochait d'attirer dans le quartier tous les individus douteux qui passaient à la ronde. Lorsque Tessa Wynyard avait accepté de passer un mois à l'essai comme dame de compagnie auprès de Miss Ludgate, elle savait pertinemment que la vieille dame serait difficile à vivre, et elle ignorait si elle pourrait conserver cette place. Elle n'était même pas sûre d'ailleurs de vouloir la conserver. L'arrangement ne se fit pas au vu d'une petite annonce, mais par le truchement d'une nièce de Miss Ludgate. Tessa connaissait cette jeune femme, qu'il avait recommandée auprès de sa parente, non sans l'avoir avertie au préalable des caprices de la vieille dame et de la meilleure manière d'y faire face. Tessa était donc bien renseignée en arrivant dans la maison, et ne s'y sentait pas tout à fait une étrangère. Dès qu'elle y entra pour la première fois, Tessa tomba sous le charme de la maison. Elle avait un amour profond pour les vieilles demeures de campagne et le domaine de Pillington à Brut, bien qu'il ne restât rien de l'ancien prieuré qui lui avait donné son nom, était suffisamment vieux pour mériter d'être vénéré. La résidence datait de l'époque de Jacques Ier. C'était sans doute le même propriétaire qui avait fait bâtir, au bout d'une allée bordée de noisetiers, une maison d'été imitée d'un temple grec. Les jardins qui entouraient la résidence étaient boisés, donnant à la maison elle-même un air de mélancolie, et cette atmosphère humide et sombre, inévitable en de tels lieux. Ça et là, dans les endroits les plus inattendus, on trouvait des dieux de pierre, la plupart cassés et en grand besoin d'être vigoureusement décapés. Tessa découvrit par hasard ces fantômes statuifiés, en sursautant chaque fois qu'elle avait la surprise d'en rencontrer un. Au détour d'une allée obscure, elle tomba assise sur un Hermès sans nez, puis sur une Déméter amputée d'une main, et qui se tenait à moitié cachée sous des lauriers, veillant jalousement sur sa fille Perséphone. Un faune dansant, figé dans une cabriole, restait en équilibre sur un pied, près de la porte d'un jardin potager, entouré de murs. Et à côté d'un petit bassin de pierre, un satyre sur son piédestal lorgnait la surface de l'eau, comme s'il se fût attendu à en voir surgir une naïade. Au début, l'intérieur de la maison parut quelque peu impressionnant aux yeux de Tessa. Elle aimait les belles choses
chose, mais elle éprouvait un sentiment de malaise devant les meubles et les tableaux, qui lui semblaient d'une beauté froide, et comme conscient de leur valeur. Tout était parfaitement brillant, sans la moindre tache, sans le moindre grain de poussière. Et les salons avaient un air de résidence officielle, qu'on aurait ouverte au public. Le salon paraissait moins monacal, mais tout aussi sévère et digne. C'était là que Tessa et Miss Ludgate se retrouvaient la plupart du temps. Le boudoir était plus hospitalier. Des photographies de gens encore vivants, des corbeilles à ouvrage, des fauteuils accueillants et une atmosphère confortable et féminine lui donnaient un aspect plus humain. Miss Ludgate, cependant, préférait le plus souvent s'asseoir dignement dans son grand salon, auprès du portrait de Miss Olivia Ludgate, par Gainsborough. Des meubles de style Chippendale et de la vitrine contenant d'inestimables porcelaines de Chine. Elle devait avoir bien plus de 80 ans, selon Tessa. Elle était toute petite, desséchée et fraîche, avec cette finesse presque de porcelaine, caractéristique de certaines vieilles dames. En hiver comme en été, elle portait à l'intérieur de la maison un châle de laine blanche, épaisse ou fine selon la saison, et qui était assortie par la couleur, mais aussi d'une certaine manière, par la texture à ses cheveux soyeux et encore abondants. Son visage et ses mains étaient devenus d'un jaune brun sous le vernis du grand âge. Ses mains sillonnées de veines bleues paraissaient légères et si délicates que la moindre bague semblait peser d'un poids trop lourd à son doigt. Elle avait les yeux bleus encore perçants, et sa bouche, autrefois fort belle, était relevée au coin par un pli de la lèvre supérieure, qui lui donnait un air sardonique lorsqu'elle restait immobile. Sa voix n'était pas plus aiguë que dans sa jeunesse, et elle parlait toujours lentement, avec une précision très naturelle, comme quelqu'un qui sait qu'on doit d'abord se faire comprendre pour être obéi, et qui prend soin, en conséquence, d'être toujours compris. Tessa passa sa première semaine avec Miss Ludgate sans savoir si elle aimait ou non la vieille dame, ou si elle en avait peur ou pas. Elle n'en savait pas davantage quant au sentiment que Miss Ludgate elle-même lui portait. Leur relation était semblable à celle qui aurait pu s'instaurer entre elles si Tessa eût été une enfant, et Miss Ludgate une nouvelle gouvernante soupçonnée de sévérité. Tessa adoptait la meilleure conduite possible, faisant ce qu'on lui disait de faire et tournant 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Toute chose que les enfants devraient faire et qu'ils ne font généralement pas. Parfois, il arrivait à Tessa de s'étonner que Miss Ludgate n'eût pas cherché à engager quelqu'un de plus âgé pour lui tenir compagnie. Les rapports froids et formels qui s'étaient établis entre elles la première semaine la rendaient perplexe. Quel vide était-elle censée remplir dans cette maison? Et que donnait-elle vraiment en échange de son salaire et de son logement? Il se trouvait que Tessa jouait honorablement du piano, et que son goût en matière de musique portait la marque d'une bonne éducation. Il en était de même pour Miss Ludgate, qui avait été une interprète d'égal talent, jusqu'à ce que ses doigts rebelles se fussent raidis sous l'effet du rhumatisme. Il faut ajouter que Tessa n'avait que 22 ans, et aucune prétention à la beauté académique, mais qu'elle ne manquait pas d'attrait physique, fort bien mise en valeur par une parfaite santé et la fraîcheur de sa jeunesse. Au bout d'une semaine passée dans la maison de Miss Ludgate, la vieille dame, pour la première fois, s'adressa à elle en l'appelant Tessa. « J'espère que vous avez l'intention de rester avec moi, ma chère, » ajouta-t-elle. « Ce ne sera pas très amusant pour vous, et je crains que vous me trouviez ennuyeuse. Mais je ne prendrai pas tout votre temps, et je pense que vous pourrez vous trouver des amis et des distractions. » Aussi Tessa resta-t-elle au-delà du mois d'essai. C'était une jeune fille au cœur tendre qui donnait volontiers son amitié, mais toujours sincèrement. Miss Ludgate inspira à Tessa une étrange tendresse, en dépit de toute sa richesse et de son comportement dominateur. C'était un personnage pathétique et solitaire.
L'été tirait à sa fin lorsque Tessa s'était installée au domaine de Billington Abbey. Et la lavande, qui la première fois annonce l'approche de l'automne, commençait déjà à fleurir dans les jardins. Un soir vint où Miss Ludgate apparut pour la première fois dans son châle d'hiver. Elle semblait déprimée et ne dit pas grand-chose pendant le dîner, ni plus tard dans le salon. Elle avait sorti un jeu de patience et disposé les cartes devant elle, s'apprêtant à jouer, lorsqu'elle appuya soudain ses coudes sur la table et se prit la tête dans les mains. « Quelque chose ne va pas, Miss Ludgate ?» demanda Tessa avec inquiétude. « Je suis comme d'habitude, ma chère, répondit-elle. Il me faut supporter, voilà tout. C'est la mauvaise période de l'année qui commence pour moi. Si je parviens à survivre jusqu'à la fin du mois de novembre, j'aurai encore une année de sursis. Mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas. » Pendant le dîner, le vent s'apaisa et la pluie cessa. Après le dîner, Tessa jeta un coup d'œil au dehors, à travers les fentes des volets, et aperçut les silhouettes immobiles des arbres se découpant contre le ciel, dans lequel une poignée d'étoiles brillait faiblement. Finalement, la nuit serait belle. Tessa n'aurait pas su dire à quel moment précis elle avait entendu pour la première fois les bruits provenant du jardin. Il lui sembla qu'elle en avait peu à peu pris conscience. Quand enfin il s'était imposé à elle au point de l'intriguer, il lui aurait été impossible de dire depuis combien de temps il s'était manifesté. Je vais passer à l'histoire suivante. J'ai survolé quelques passages pour pouvoir en lire 2 autres. Rosemary Timperley, Harry. J'ai très peu de choses aussi ordinaires que la lumière du soleil, les ombres sur l'herbe, les roses blanches, les enfants aux cheveux roux ou le prénom Harry. Un prénom vraiment très ordinaire. Dès la première fois que Christine mentionna ce nom, j'eus la prémonition de ma peur à venir. Elle avait 5 ans et elle devait commencer à aller à l'école 3 mois plus tard. Il faisait chaud, c'était une belle journée, et elle jouait seule dans le jardin, comme elle en avait l'habitude. Je la voyais allongée sur le ventre, cueillant des pâquerettes, dont elle tressait laborieusement des guirlandes avec un plaisir évident. Le soleil illuminait ses cheveux d'un roux clair et donnait à son visage une blancheur particulière. Ses yeux bleus grands ouverts traduisaient sa concentration. Soudain, elle tourna son regard vers un massif de roses blanches, dont l'ambre se projetait sur l'herbe, et elle sourit. « Oui, c'est moi, Christine, dit-elle. » Elle se leva alors et s'approcha lentement du massif. Ses petites jambes potelées semblaient adorables et fragiles, sous sa jupe trop courte, de coton bleu. Elle grandissait vite. « Avec ma maman et mon papa, dit-elle distinctement. Puis, après un silence. « Oh, mais si, c'est eux, ma maman et mon papa. » Elle était dans l'ombre du massif à présent, et c'était comme si elle avait quitté le monde de la lumière pour entrer dans celui des ténèbres. Me sentant soudain mal à l'aise, sans très bien savoir pourquoi, je l'appelai. « Chris, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. » Sa voix semblait lointaine. « Rentre à la maison, maintenant. Il fait trop chaud pour toi, alors. »« Non, je n'ai pas trop chaud. »« Rentre à la maison, Chris. »« Il faut que je rentre maintenant, dit-elle. Au revoir. » Puis elle vint vers la maison d'un pas lent. « Chris, à qui parlais-tu ?»« À Harry, répondit-elle. »« Qui est Harry ?»« C'est Harry. » Je ne pus rien en tirer de plus, et je me concentrai de lui donner du gâteau et du lait.
Puis je lui lus des histoires jusqu'à ce qu'il fût l'heure de la mettre au lit. Tandis qu'elle m'écoutait lire, elle contemplait le jardin. À un moment, elle sourit et fit un signe de la main. Je fus soulagée lorsqu'enfin je la montai dans la chambre pour la coucher. Là, elle était en sécurité. Quand Jim, mon mari, rentra à la maison, je lui racontai l'histoire du mystérieux Harry. Il éclata de rire. Alors ça y est, elle s'y met. Que veux-tu dire? C'est fréquent que des enfants, seuls, s'inventent des compagnons imaginaires. Certains parlent à leurs poupées, mais Chris n'a jamais été très passionnée par ses poupées. Et comme elle n'a ni frère ni sœur, ni ami de son âge, elle imagine quelqu'un à qui parler. Mais pourquoi a-t-elle choisi ce nom? Il haussa les épaules. Sait-on jamais pour quelle raison les enfants inventent ceci ou cela? Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Je ne vois vraiment pas. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. C'est simplement que je me sens encore plus responsable d'elle que si j'étais sa vraie mère. Je comprends, mais elle va très bien. Chris va à merveille. C'est une petite fille jolie, intelligente et en parfaite santé, grâce à toi. Et à toi. En fait, nous sommes d'excellents parents. Et tellement modestes. Nous nous mirâmes tous deux et il m'embrassa. Je me sentis rassurée jusqu'au lendemain matin. À nouveau, le soleil brillait sur le gazon éclatant et le massif de roses blanches. Christine était assise en tailleur dans l'herbe et contemplait les roses en souriant. Bonjour, dit-elle. J'espérais que tu viendrais. Je t'aime bien. Tu as quel âge? Moi j'ai 5 ans, et même un peu plus. Non, je ne suis pas un bébé. Bientôt, j'irai à l'école et j'aurai une nouvelle robe. Une verte. Et toi, tu vas à l'école? Qu'est-ce que tu fais alors? Elle resta silencieuse pendant un moment, hochant la tête, écoutant, visiblement très absorbée. Je me sentis mal à l'aise, tandis que je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine. Ne sois pas stupide, me dis-je en essayant désespérément de me rassurer. Beaucoup d'enfants ont des compagnons imaginaires. Fais comme si rien ne s'était passé, n'écoute pas, ne sois pas sotte. J'appelais cependant Chris plutôt que d'habitude, pour lui donner son verre de lait de la matinée. Ton lait est prêt, Chris, viens. Oui, attends. Cette réponse était surprenante. D'ordinaire, elle se précipitait pour boire son lait et manger ses biscuits au fromage, dont elle était gourmande. Allons, viens, ma chérie, insistai-je. Est-ce que Harry peut venir aussi? Non. Ce nom avait jailli de moi dans un cri, et je l'avais prononcé avec une dureté qui me surprit moi-même. Au revoir, Harry, dit-elle. Je suis désolée que tu ne puisses pas venir avec moi, mais il faut que j'aille boire mon lait. Puis elle courut vers la maison. Et pourquoi est-ce que Harry ne pourrait pas avoir du lait? Lui aussi, me demande-t-elle sur un ton de défi. Qui est Harry, ma chérie? Harry, c'est mon frère. Mais Chris, tu n'as pas de frère. Papa et maman n'ont qu'un seul enfant, une petite fille. Et cette petite fille, c'est toi. Harry ne peut pas être ton frère. Je vais passer à l'histoire suivante, la dernière. Rosemary Timberlake, rencontre à Noël. Je n'ai encore jamais passé Noël seule jusqu'à maintenant. J'éprouve un étrange sentiment à rester ainsi assise dans ma chambre meublée, la tête pleine de fantômes et la pièce elle-même pleine de voix du passé. J'ai l'impression de me noyer dans ces Noëls d'autrefois qui reviennent à ma mémoire, dans une folle confusion. Les Noëls de mon enfance, avec toute la famille réunie, un sapin devant la fenêtre, les pièces de 6 pence dans le pudding et dans l'aube obscure,
Les merveilles qui m'attendent au fond des chaussettes pendues dans la cheminée. Les Noëls de mon adolescence, avec mon père, ma mère, le froid glacial et les lettres de l'étranger. Mon premier vrai Noël adulte avec un amant. La neige, l'enchantement, le vin rouge, les baisers et la promenade au dehors. Juste avant minuit. Le sol si blanc, les étoiles brillantes comme des diamants dans le ciel noir. Il y a eu tant de Noël au long des années. Et aujourd'hui, mon premier Noël, seul. Pas tout à fait seul pourtant. J'ai comme un sentiment de camaraderie pour tous les solitaires de Noël. Ils sont des mignons, ceux du passé, ceux d'aujourd'hui. Le sentiment qu'en fermant les yeux, il n'y aura plus ni passé ni avenir, mais seulement un présent sans fin qui est le temps lui-même. La seule chose que nous n'aurons jamais. Et oui, quelque cynique et athée qu'on puisse être, on ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise lorsqu'on est seul à Noël. C'est pourquoi, d'une manière quelque peu absurde, je me sens soulagée lorsque le jeune homme entre dans ma chambre. Il n'y a rien de romantique là-dedans. Je suis une femme de presque 50 ans, une maîtresse d'école, vieille fille aux cheveux châtains, coiffée strictement, et aux yeux de myope, qui furent beaux jadis. Lui, c'est un jeune homme de 20 ans, habillé d'une manière plutôt originale, avec une cravate flottante, couleur lit de vin, et une veste de velours noir. Ses boucles brunes supporteraient aisément un coup de ciseau. Le côté un peu efféminé de ses vêtements est démenti par son visage. Il a des yeux bleus, rapprochés, au regard scrutateur, un nez et un menton proéminents, presque arrogants. Il ne paraît pas très robuste cependant. Sa peau fine, tendue sur ses traits saillants, est très blanche. Il entre en trompe dans la pièce sans frapper, puis s'immobilise. « Je suis vraiment désolée, dit-il. Je croyais que c'était ma chambre. » Il fait alors un mouvement pour sortir, mais se ravise. « Vous êtes seul ?» demande-t-il. « Oui. » « C'est bizarre d'être seul à Noël, non ? Puis-je rester pour bavarder un peu ? J'en serais ravie. » Il revient dans la pièce et s'assoit près du feu. « J'espère que vous ne croyez pas que je suis entrée ici exprès. Je pensais vraiment que c'était ma chambre, explique-t-il. Je suis très contente que vous soyez trompée, mais vous me semblez bien jeune pour être seule à Noël. Je n'ai pas voulu retourner à la campagne, chez mes parents. Cela interromprait mon travail. Je suis écrivain. Je comprends. Je ne puis m'empêcher d'esquisser un sourire. Voilà donc la raison de sa tenue peu ordinaire. Et il se prend au sérieux, ce jeune homme. Chaque moment est précieux lorsqu'on écrit. Il s'agit de ne pas perdre de temps, dis-je avec un soupçon d'ironie. Oh non, pas un seul instant. C'est ce que ma famille ne comprend pas. Ils ne savent pas ce que signifie l'urgence. Les familles ne comprennent jamais le tempérament artistique. C'est vrai, pas moyen de leur faire comprendre, dit-il d'un ton très sérieux. De la poésie et un journal mélangé. Ça s'appelle Mes poèmes et moi, par Francis Randel. C'est mon nom. Mes parents disent que c'est absurde d'écrire, que je suis trop jeune pour ça. Mais je ne me sens pas jeune. Parfois même, j'ai l'impression d'être un vieil homme à qui il reste encore trop à faire avant sa mort. Emporté de plus en plus vite par la roue de la créativité. C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez compris. Il faudra que vous lisiez ce que j'écris, un de ces jours. Lisez ce que j'écris, s'il vous plaît. Lisez ce que j'écris. Une sorte de désespoir dans sa voix. Une expression de peur dans son regard m'inspire cette réponse. Je crois que nous sommes beaucoup trop sérieux pour un soir de Noël. Je vais vous faire un peu de café. Et j'ai aussi du gâteau au raisin. J'achève malgré tout de préparer le café. Puis je m'approche des étagères fixées à l'un des murs de ma chambre.
Elles sont surchargées de livres. Ma logeuse s'est d'ailleurs répandue en excuses à ce propos. En buvant mon café et en fumant une cigarette, je commence à lire ce petit volume à la revue rusée. Je vois qu'il a été publié à Springs en 1852. C'est surtout de la poésie, plutôt immature mais très vivante. Puis une sorte de journal, plus réaliste, moins affecté. Par curiosité, je regarde ce qui est écrit au jour de Noël 1851 pour voir ce que l'auteur a vécu. À ce moment-là, il y a peut-être quelques parallèles amusants avec ma propre situation ce soir. Je lis « C'est le premier Noël que je passe tout seul. Il est arrivé quelque chose de bizarre. Quand je suis rentrée chez moi au retour d'une promenade, j'ai vu une femme d'âge mûr dans ma chambre. J'ai cru tout d'abord que je m'étais trompée de chambre. Mais ce n'était pas le cas. Un peu plus tard, après avoir agréablement bavardé avec elle, elle a disparu. J'imagine qu'il devait s'agir d'un fantôme, mais je n'ai éprouvé aucune frayeur. Elle m'a paru très sympathique. Ce soir, je ne me sens pas très bien, pas bien du tout. Je n'étais encore jamais tombée malade un soir de Noël. Une note de l'éditeur suivait cette dernière page. Francis Randel est mort subitement d'une crise cardiaque la nuit de Noël 1851. La femme qu'il mentionne à l'ultime page de son journal est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Et malgré plusieurs tentatives pour l'inviter à se faire connaître, cette femme ne s'est jamais manifestée. Son identité reste un mystère.